Placide, je suis en train d'essayer de le faire. D'accord. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, là, Il faut ça que ce doit... soit lui. Ouais, Ok. il faut que ce soit lui qui le Vous fasse. m'écoutez maintenant? Ah oui, là, Oui. c'est bon. Oui, Voilà. c'est bon. OK. Oui, c'est bon. Monsieur, Ok. d'accord. Merci. Monsieur Niamvi, vous avez 10 minutes. Ok. Et puis, comme tout à l'heure, donc séance questions-réponses et après séance questions-réponses collective avec Ok. Monsieur Baba. Monsieur Baba, Ok. vous avez la parole. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est Yanvi Adrien, je suis le directeur exécutif de l'ONG FEDES. Je précise que FEDES était l'ancien nom de l'entreprise, mais aujourd'hui, avec le revue des statuts, là, nous sommes devenus Sechom Bio Agri. Donc voilà, diapo suivant, allez-y. Nous produisons le bio. Donc, nous allons présenter un cas pratique, d'accord, du financement, d'accord, de l'appui au financement que nous avons avec la GIZ. Voilà, un peu. Suivant. OK. Bon, par rapport à notre présentation, nous allons passer rapidement au contexte de justification de notre projet. Nous allons présenter le projet Soja Bio, les acteurs qui sont impliqués dans le Soja Bio, d'accord, et leurs profits, c'est-à-dire leurs intérêts, et les impacts environnementaux et sociaux du projet, les faiblesses du projet, les approches de solutions aux problèmes confrontés par le projet, et puis une conclusion. Diapo suivant. OK. Et c'était dans le cadre, d'accord, d'impulser les nouvelles relations d'affaires entre les acteurs agricoles, d'accord, que l'ONG Sechom Bio Agri entend appeler FEDES, d'accord, nous sommes engagés dans le dynamique de mouvementer la filière soja, précisément le soja bio. Nous sommes une ONG qui est agréée par l'État pour le conseil agricole. On y va. Diapo suivant. OK. Et nous allons présenter le projet du soja bio. Le projet du soja bio consiste à créer un réseau d'affaires autour des chaînes de valeur du soja bio dans lesquelles chaque acteur tire son profit. Et pourquoi le soja bio? Le soja bio est né juste pour résoudre un problème de pollution, problème, d'accord, par rapport à la gestion durable des terres, pour résoudre un problème de l'alimentation et pour augmenter les revenus des ménages. Et donc, autour de ce projet, il y a plusieurs acteurs qu'on met en connexion qui tirent le profit et qui permet à ce que nous puissions résoudre ce problème pour le soja bio. Voilà. Suivant, diapo suivant. Alors, plusieurs acteurs sont venus autour de ce projet. Pour le projet soja bio, nous avons mettre en coopérative les fournisseurs d'intrants, d'accord, les producteurs semenciers, d'accord. Après, les producteurs de soja bio, simplement, nous les avons mis en coopérative, d'accord. Et puis, autour de tous des fournisseurs d'intrants et les coopératives et de soja bio, on les a mis en relation d'affaires. Après ça, nous avons mis également les coopératives producteurs de soja bio et le marché en relation d'affaires. Maintenant, Sechom Bio Agri, en tant qu'appelé FEDES, est là pour assurer la guidance, pour garder le guidon, pour faire le coaching de relation d'affaires entre ces acteurs. Ce n'est pas fini. Nous sommes là pour faire aussi une relation d'affaires entre les SFD, d'accord, et tous les acteurs comme fournisseurs d'intrants, les coopératives agricoles et le marché, grâce au coaching que nous on reçoit de la GZ Profina. Voilà. Et puis tout ça là, tout cet ensemble, tout ce réseau, d'accord, est suivi par un organe de certification. Et voilà. Suivant, le diapo. Alors, nous avons, il y a les impacts positifs, environnementaux et sociaux du projet. Vous voyez, ce projet de soja bio, produit le soja bio, c'est-à-dire produit le soja bio sans apport d'intrants chimiques, sans apport de pesticides, nous a permis de résoudre des problèmes d'ordre environnementaux, d'accord, dont la pollution des eaux et de l'air. Parce qu'en tant que le producteur, en voulant produire le soja bio, il utilise des herbicides et donc pollue l'air. Mais lorsque nous on a dit, bon, on va produire le soja bio et qui se sont mis dans une zone d'affaires et qui voient l'intérêt, lorsque le producteur voit son intérêt, ils ont cessé catégoriquement l'utilisation des produits chimiques. Et donc, ça fait que la pollution des eaux et de l'air est réduite. D'accord?
ça nous a aussi permis de gérer durablement les terres parce qu'on n'utilise plus les produits chimiques. Mais nous utilisons de l'inoculum qui permet, d'accord, au soja de développer beaucoup de nodules et donc renforcer les terres. Vous voyez un peu, ce n'est pas fini. Ça nous a permis de participer à l'économie des ménages parce qu'entre-temps, les producteurs produisaient, mais ils n'ont pas eu le marché. Mais aujourd'hui, quand ils produisent, d'accord, ils ont eu le marché. Donc, ça nous a permis d'augmenter leurs revenus grâce à ce marché qui est très, très important et qui donne à un prix très élevé au prix de kilo le soja. Ouais, non. Donc, ça génère donc de l'économie à chaque ménage. Ça crée aussi de l'emploi parce qu'entre-temps, d'accord, et quand le produit soja bio n'est pas là, il n'y a pas, d'accord, le recrutement de personnel. Mais aujourd'hui, ce projet a permis de recruter au moins une vingtaine de personnes qui travaillent ensemble. Donc, voilà. Et tout ça, tous ces aspects, d'accord, environnementaux que le projet a pris en compte, a impacté la GZ Profina, d'accord, et qui s'est intéressé à nous et qui travaille avec nous, qui nous a appuyé plusieurs fois sur plusieurs aspects. OK, diapo suivant. OK. Et la GZ Profina appuie Sahom Bioagri qui est appelé en temps FUDES, d'accord, en nous dotant des outils appropriés sur les questions du financement agricole par les différentes formations et coaching. Parce que la GZ appuie nos personnels, d'accord, en leur donnant des formations sur en quoi il faut financer, sur quelle chaîne de valeur il faut financer le soja bio et à quel niveau, en leur expliquant l'importance de chaque niveau. Donc, ça, c'est sur plusieurs coachings, sur plusieurs formations. Là, il y a aussi une sensibilisation, d'accord, et des SFD autour des chaînes de valeur du soja bio. La GZ Profina nous a aidé à sensibiliser les systèmes financiers décentralisés, d'accord, sur l'importance du soja bio, d'accord, et grâce à ça, nous avons eu l'appui et cet appui de la GZ pour avoir le financement des systèmes financiers décentralisés. Diapo suivant. Bon, et en faisant tout ça, ce n'est pas le diapo là, on dit le diapo, les faiblesses du projet. Nous sommes sur les faiblesses du projet. Voilà. Et bien que nous avons eu l'appui de la GZ, bien que le projet résout beaucoup de problèmes environnementaux, de problèmes économiques, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'alimentation, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, dont les manques de moyens financiers pour pouvoir prendre notre certification. Je vous explique un peu. Et le marché qui vient pour acheter le soja bio chez nous, c'est ce marché qui assure la certification. Autrement dit, c'est ce marché qui assure le système de contrôle interne, d'accord, de la production de soja bio. Et donc, lui, en supportant tous ces coûts-là, d'accord, le prix par kilo de soja bio qu'il doit le faire, il ne fait plus ça, mais il abaisse considérablement. C'est-à-dire quoi? C'est pratiquement au même prix de soja conventionnel, mais ça dépasse largement, d'accord, le prix de soja bio. Donc, c'est seulement que le prix de soja bio dépasse un peu simplement le prix du soja conventionnel à l'achat. Et donc, si c'était que nous, on avait les moyens financiers pour certifier directement nos soja bio, d'accord, on pouvait vendre ça plus cher. Nous, on a un problème de manque de moyens financiers. On a aussi un manque d'appui, d'accord, et des organisations extérieures pour pouvoir nous assurer à une certification beaucoup plus sûre. Vous voyez? Maintenant, dans ce réseau d'acteurs de soja bio, il y a l'absence des transformateurs. Parce qu'à notre niveau, ce sont les transformateurs de soja en fromage, d'accord, que nous avons ici. Et eux autres, puisque le soja bio est cher, ils ne s'intéressent pas à ça. Donc, seuls les grands marchés, les marchés européens s'intéressent à notre soja bio. Donc, si c'était qu'il y avait un appui pour qu'on puisse attirer les transformateurs de soja en fromage pour qu'ils puissent utiliser nos soja bio, ce serait très intéressant. Voilà. Encore, suite. OK. Le diapo suivant. Nous avons proposé des approches de solutions pour pouvoir régler tous ces problèmes que nous avons avec le projet Réseau Soja Bio. Nous sollicitons des appuis financiers auprès des partenaires potentiels, d'accord, et pour pouvoir résoudre ce problème, maintenant, se doter de son propre certificat. Nous devons nous doter de notre propre certificat pour pouvoir vendre cher notre produit de soja bio. Agrandir le marché d'affaires, c'est-à-dire quoi? Associer les transformateurs, hein, dans notre réseau de soja bio. Vous voyez, solliciter des investisseurs pour l'installation des machines de transformation de soja bio en nu et en tuto.
s'il y a des investisseurs qui s'intéressent, d'accord, au soja bio et qui disent oui, nous sommes intéressés, bon, si nous on peut avoir ces partenariats pour pouvoir renforcer notre réseau d'affaires de soja bio, ce serait très important. Voilà. Donc, voilà des solutions que nous avons proposées. Voilà. Diapo suivant. Et en conclusion, nous allons vous dire simplement que l'ONG CFM Bio Agré, d'accord, a assuré un réseau d'affaires autour de la filière soja bio. Et ce réseau d'affaires a permis de résoudre beaucoup de problèmes d'ordre environnemental, d'accord, et sanitaire, alimentaire, sur la sécurité alimentaire et l'économie des ménages. Néanmoins, nous sommes confrontés, d'accord, à beaucoup de problèmes, d'accord, qui peuvent avoir aussi des solutions grâce à nos investisseurs, grâce à nos partenaires, et voilà. Mais notons que la GIZ a joué un rôle très important dans ce réseau du soja bio. Merci beaucoup. Et voilà la fin. Merci. Merci. Merci, M. Placide. Merci, M. Nyanvi, pour cette intervention très dynamique. Il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Bon, il y a certaines ont été posées avant que vous n'arriviez là. Vous avez apporté des éléments de réponse en vous suivant, mais je vais quand même vous les reposer au cas où il y a de nouveaux participants qui ont rejoint la salle. Mais il y a une première question qui venait d'une participante qui était de savoir si vous travaillez avec des coopératives de femmes. Nous travaillons, et pour le moment, nous travaillons avec les coopératives de femmes, pas directement avec les coopératives de femmes. Et les coopératives que nous avons constituées, il y a des femmes dedans, mais il n'y a pas une coopérative qui est constituée uniquement que des femmes, non. D'accord. D'accord. Alors, il y a une autre question qui était de savoir si vous n'utilisez pas de pesticides ou herbicides, comment arrivez-vous à lutter contre les insectes dans le cas de la production de votre soja bio? Très bien. Nous, on n'utilise pas les insecticides, les pesticides, mais nous, on utilise un produit que nous appelons l'inoculum et qui permet un rendement très meilleur. Mais pour lutter contre les attaques et d'autres problèmes sanitaires, phytosanitaires des plants, d'accord, lorsque nous constatons que, parce qu'il y a des techniciens, il y a des conseillers agricoles au niveau des coopératives, et donc qui sont spécialisés de tout cela. Et lorsqu'ils voient qu'il y a des attaques, ils conseillent aux producteurs, d'accord, d'enlever les soja très tôt. Et la plupart, c'est des bactérioses et d'autres maladies. Donc, on enlève ça rapidement pour permettre à ce que cette maladie ne soit pas propagée. On voit un peu. Mais cette année, nous avons initié un projet sur la nutrition et la protection des plants de soja bio et qui est en train de démarrer déjà. Donc, on utilise uniquement avec les produits bio. Voilà. D'accord. Alors, il y a des questions qui reviennent assez souvent, notamment celle de la certification du soja bio. Je ne vais pas parler à votre place puisque vous l'avez déjà dit, mais la question est la suivante. À partir de… Alors, qu'est-ce qui vous rassure que votre soja est vraiment bio? Très bien. Ce qui nous rassure que notre soja est vraiment bio, c'est quoi? Et il y a un certificateur qui vient certifier. Et Certisis, c'est un organe de certification belge qui certifie notre soja bio sur les normes standards européens. Et certifie chaque année. Mais simplement que ce certificat n'est pas fait au nom de notre entreprise, mais c'est fait au nom du marché qui achète, parce que c'est le marché qui assure les frais de certification et qui assure les frais de contrôle interne. D'accord. Voilà. D'accord. Et au final, quelle est la différence de prix entre ce soja bio et ce soja et le soja conventionnel qui est traité avec des produits chimiques? Dans un premier temps, la différence est que le soja bio est plus cher que le soja conventionnel. Et autre différence, c'est que le soja conventionnel est fait en appliquant des intrants chimiques. Alors que le soja bio, on n'applique pas des intrants, on utilise, c'est une culture naturelle qu'on fait. On n'apporte pas un intrant chimique. Et ça participe à l'économie des ménages. Et aussi, le soja bio, lui, d'accord, ça prend en compte les questions de gestion durable des terres, d'accord, et non seulement ça lutte contre la pollution des eaux et des sols. Voilà, et des différences que l'on fait déjà. Voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous mettez en place, alors, vous parlez de terre durable, de lutte contre la pollution, ainsi de suite, mais il y a la question du terme précis de changement climatique qui revient. Donc, la question d'un intervenant était de savoir quelles sont les mesures que vous mettez en place ou que vous prenez pour lutter contre les risques liés au changement climatique dans le cadre de la production de votre soja bio. Merci beaucoup. Dans un premier temps, nous, on a installé un projet, Oui. un projet frère au projet Soja Bio que nous appelons projet et changement climatique, c'est-à-dire l'agriculture intelligente face au changement climatique. C'est-à-dire quoi? Et tous les producteurs, toutes les coopératives qui produisent le soja bio doivent mettre en terre, et dans ce mois de juin, 5 plans. Chaque producteur doit mettre en place 5 plans. Ça va nous permettre, d'accord, de régler un problème environnemental sur le changement, pour les questions du changement climatique. Ça c'est une solution que nous on a pu imposer. De deux, pour pouvoir faire face aux problèmes du changement climatique, nous, on programme les semis. Que les semis ne sont pas faits systématiquement à la même période. Ça se fait suivant des périodes pour pouvoir faire face aux dégâts du changement climatique. Voilà ce que nous on a pris comme précaution. D'accord. Et au final, un des participants voulait savoir si votre soja est vendu sur le marché local ou vous produisez uniquement et suffisamment pour l'exportation. Très bien. Nous produisons pour l'exportation et nous produisons pour le marché local. Seulement, le problème que nous avons confronté, le marché local ne prend pas beaucoup parce que lui voit que c'est cher. Et ce que nous allons même transformer cette année dans notre milieu local ici, serait même, après transformation, sera encore exporté encore en France. Ça voudra dire que le produit bio est fait, mais localement, ce n'est pas utilisé chez nous. Ça veut dire qu'il va avoir une politique d'accord de sensibilisation de la localité pour pouvoir utiliser ce soja bio. Voilà. Effectivement. Donc, je suis un peu d'accord avec vous par rapport à ça. Alors, comment faire? Alors, pour un citoyen béninois qui va au marché pour acheter du soja, comment est-ce qu'il pourra faire la différence entre votre soja bio et le soja conventionnel qui est produit avec utilisation de produits chimiques? Merci beaucoup. Pour un citoyen béninois, il n'a pas besoin d'aller dans les marchés ordinaires pour aller chercher le soja bio. Mais nous, cette année, on a dit, si c'était qu'on pouvait mettre en place un réseau de petits magasins dans chaque zone de soja bio. Et lorsque quelqu'un a besoin de soja bio, soja en termes de qualité, il vient dans ce petit magasin pour s'approprier du soja bio. Voilà. Sinon, on ne peut pas aller dans le marché pour se différencier de soja conventionnel au soja bio. C'est vrai que les emballages que nous utilisons pour conserver le soja bio est différent des autres emballages pour le soja conventionnel. Mais il peut arriver que le soja conventionnel triche sur cet emballage-là et met le soja conventionnel dans cet emballage et que nous ne savons pas. C'est pourquoi nous, on peut avoir des petits magasins dans chaque zone et ici, c'est le soja bio certifié. Les certificats doivent être greffés. Voilà. D'accord. Et il y a une question à laquelle moi-même j'essaie de trouver des réponses depuis un moment, c'est quel est le salaire moyen d'un agriculteur ou d'une agricultrice en Afrique? Je ne sais pas, si vous n'avez pas un élément de réponse, peut-être que M. Baba, je ne sais pas s'il est connecté à son micro, pourrait avoir un élément de réponse. Donc là, nous rentrons dans la phase des questions-réponses collectives, puisqu'il y a des questions qui ont été posées à M. Baba au départ qui sont toujours là. Donc, pour voir si vous pouvez ensemble essayer de trouver des éléments de réponse. Alors, ça, c'est un premier point. Alors, un deuxième point, c'est qu'il y a eu des questions qui ont été posées par des participants qui se sont inscrits sur la plateforme. Il y en a qui vous sont dirigés directement, qui vous sont adressés directement, mais il y en a, je pense que ce serait, si Joël m'écoute, voilà, il y aura des éléments de réponse à apporter par RSE Développement ou les affaires qui la composent comme nous. Voilà, donc sur cette question de salaire moyen, est-ce que vous pouvez nous apporter un élément de réponse? Peut-être M. Baba va parler avant que moi je ne parle sur, s'il est connecté à son micro, avant que moi je ne parle sur ce qui concerne le soja bio par rapport à le salaire. Voilà. D'accord. Merci Placide. C'est vrai qu'on ne peut pas véritablement parler de salaire d'un
agriculteur, d'un producteur à cette étape, mais on peut peut-être dire le revenu moyen qu'un producteur peut avoir, et peut-être le revenu moyen net, hein, je peux prétendre. On a fait cette estimation avec le producteur et ça dépend de la filière dans laquelle le producteur se trouve. Selon nos estimations, si nous prenons, et de sa chaîne de valeur, si nous prenons un producteur de soja dont nous parlons, son revenu moyen, je dirais bien, mensuel, hein, si on doit tourner autour de 90 000. Son revenu moyen. D'accord. OK. C'est-à-dire un producteur. Maintenant, ce revenu, quand je dis les moyens, c'est à la fin de la campagne. Comment on fait pour le savoir? Nous sommes en fin de campagne, il a réalisé son rendement, sa production en utilisant les bonnes pratiques telles que les semences certifiées au lieu des semences non certifiées. Donc, ça veut dire que son rendement est meilleur. Donc, du coup, il peut s'attendre à avoir, peut-être s'il a fait beaucoup, il peut s'attendre à avoir un revenu, un net d'environ 90 000. C'est ça. D'accord. Alors, on a vu que ça change, ça a changé sur le soja, oui. Ça change aussi sur le karité, ça change sur l'anacarde, ça change sur le riz. Donc, véritablement, on ne peut pas donner un salaire, mais on peut dire un revenu en fin de campagne. D'accord, merci. Alors, avant de repasser la parole à M. Nyanvi, il y a un intervenant qui a rebondi direct sur 90 000 francs sur une quantité moyenne de combien de tonnes de soja? 90 000 francs de revenus moyens après déduction des frais injectés, après utilisation de semences certifiées, de tout le reste, mais sur une quantité, sur une production, sur quel tonnage moyenne de production? Est-ce que c'est 90 000 francs à la tonne de soja produite ou c'est 90 000 francs de 1 à 5 tonnes de soja produite? Non, 90 000 francs sur une moyenne de 3 à 5 hectares. De 3 à 5 hectares, d'accord. Là, on parle plutôt en termes de superficie. Et en non termes de superficie. Voilà, maintenant, je préfère parler en termes de superficie, parce que quand je dis en termes de superficie, parce que sur la superficie, s'il utilise les semences certifiées ou bien il utilise les bonnes pratiques, il peut se retrouver à 2 tonnes à l'hectare. D'accord. Comme il peut être autour de 1,50, en tout cas, le minimum, c'est 1,50 s'il utilise les bonnes pratiques. Par contre, s'il est dans les trucs ordinaires, les anciennes pratiques, il a moins d'une tonne à l'hectare. Donc, parfois même autour de 500, 600 kilos. D'accord, d'accord. Et avec les conséquences qui s'en suivent, telles que l'appauvrissement des terres et tout le reste. Exactement. D'accord. Donc, pour les participants qui nous suivent, voilà. Essayez de réfléchir autrement pour ceux qui veulent s'engager dans l'agriculture pour faire de l'agriculture responsable. Alors, Monsieur Nyanvi, on va revenir vers vous par rapport à votre ONG et au revenu moyen de vos producteurs. Un exemple rapidement pour clore cette question de revenu moyen, parce qu'il y a des questions qui attendaient Monsieur Baba. Et puis, et après, nous allons aller sur les questions qui ont été posées sur la plateforme d'inscription. Très bien. Et par rapport au revenu moyen de le producteur, je vous dis, sur un hectare, il faut au minimum 1,50 et 1,5 tonnes. Au massif, il y a 2 tonnes que vous allez trouver sur un hectare, d'accord? Alors que le kilo est à 300 francs, donc ça fait 300 000 francs et sur la tonne. Si c'était une tonne demi, ça va faire 1 franc, hein, vous voyez. Donc, ça, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un hectare, moi, je vais réaliser sur un hectare et en fonction du rendement à l'hectare. Donc, ça fait 450 000 francs, d'accord, par hectare et dans 3 mois sur 1 tonne. Vous voyez, et il dépense 100 000 francs à l'hectare et le tout lui revient alors à 350 000 francs comme revenu dans 3 mois. D'accord.
Voilà. D'accord. Très intéressant. D'accord. Alors, Monsieur Baba Boukari, Monsieur Baba, alors, est-ce que vous connaissez le MIFA au Togo, le mécanisme incitatif de financement agricole? Non. D'accord, ok. C'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement du Togo, justement qui a presque le même positionnement que Profina. La question a été posée par un intervenant du Togo au regard de ce que vous faites pour savoir s'il y a un partenariat qui existait entre vos deux institutions. Donc, si le participant nous écoute, donc, Non, comment vous mettre… le partenariat va venir. Comme j'ai dit que le projet a commencé au Togo juste en janvier 2020. Et avec les événements de COVID-19, nous n'avons vraiment pas pu démarrer concrètement les activités dans la période. Sinon, il y aura un partenariat avec les institutions étatiques. C'est un peu, il faut le voir dans ce sens. Et je dis, ce qui était fondamental dans tout ce que j'ai dit, nous n'avons pas de fonds de garantie et nous n'avons pas de ligne de crédit. Oui. D'accord, c'est très important de mettre ça en lumière afin que chacun puisse bien comprendre. Alors, il y a une question qui venait de la Guinée, de la part de Mami Niang Daniel, qui est chef service environnement de la Société guinéenne de palmiers à huile et EVA, qui voulait savoir si une société comme la sienne peut bénéficier un peu de l'accompagnement du projet Profina. Alors, première question, est-ce que Profina existe en Guinée ou le programme est peut-être en cours de réflexion pour y aller? Si oui, quelles en seraient les procédures? À l'instant où je parle, le programme n'est pas en Guinée. Maintenant, je n'ai pas aussi connaissance à la date actuelle que ce programme va venir en Guinée dans l'année prochaine ou l'année prochaine. Ça peut venir, mais pour le moment, je ne sais pas. Et au Sénégal? Au Sénégal, non plus. Au Sénégal, non plus. Mais je dis simplement que le projet se base sur un existant de la GIZ. Voilà. Donc, nous avons la GIZ qui est dans le pays, qui travaille déjà sur l'agriculture. Donc, il y a de fortes possibilités qu'un projet de financement se greffe déjà à un projet de promotion agricole. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Maintenant, je vais rentrer dans les questions qui ont été posées sur le site Internet. Donc, je vais peut-être demander à Joël également d'activer son micro. Et la question, elle est posée presque à Joël, à vous, et ainsi de suite. Alors, il y a une question qui est de savoir quel peut être l'enjeu de l'implication des jeunes dans le financement des projets de développement de façon générale. Mais si on reste un peu dans le contexte d'aujourd'hui du projet Profina et de Soja Bio, quel est l'enjeu réel? Est-ce que vous travaillez avec des organisations de jeunes? Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à les impliquer dans cette chaîne ou dans ce processus? Bon, je me jette à l'eau. Ce que nous faisons jusqu'à présent, parmi nos groupes cibles, voilà. 12 000, nous avons environ 40% de jeunes. D'accord. Nous avons environ 40% de jeunes. C'est encore très faible. Et parmi ces jeunes, nous avons encore plus de femmes. D'accord. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. Et ce pourcentage de femmes, est-ce qu'il est équivalent au pourcentage de jeunes ou il y a toujours quand même un travail à réaliser pour inciter les femmes, justement, parce qu'on revient sur la question du genre. Voilà, est-ce qu'il y a encore un travail derrière à faire pour amener nos mamans, nos sœurs à réaliser qu'elles sont des actrices vraiment importantes de cette chaîne de valeur? Oui, parce que nous avons juste constaté des facilités naturelles au niveau de certaines chaînes de valeur
avec les femmes, comme par exemple, on a dit la production du soja. Donc, nous avons mécanisé une partie des activités dans la production, un peu comme la prestation. Et Oui, donc, on a constaté que beaucoup de femmes peuvent aller là-bas, comme au lieu de faire du battage, acheter une batteuse locale à base de crédit et faire la prestation. On a vu ça aussi. On a vu aussi les femmes beaucoup s'investir dans la transformation du soja, le fromage de soja. Donc, au niveau des filières, nous avons identifié des chaînes de valeur qui donnent plus de facilité aux femmes. Dans le riz, on a trouvé les étuveuses. Dans l'anacarde, on a trouvé beaucoup de transformation de jus d'anacarde en des jus. Au niveau du karité, on a trouvé la fabrication du beurre. Donc, on va faire la promotion des femmes sur ces chaînes de valeur, ce qui fait que la vitesse d'accroissement est plus grande. Par contre, d'accord. si nous choisissons mal les CVA, on peine à trouver les femmes et les femmes ont beaucoup de difficultés là-dedans. Ça, c'est notre constat. D'accord. Et il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est celle de l'évaluation des indicateurs. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer les impacts de vos actions? La question, elle s'adresse à vous deux, également à M. Nyanvi. Au niveau de Profina, est-ce que vous avez des critères d'évaluation des indicateurs préétablis qui permettent de dire, OK, grâce à Profina ou sur tous les acteurs de la chaîne que vous avez réussi à accompagner au niveau de la filière, comment est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact de cette action? Monsieur Nyanvi, Moi, à votre niveau aussi, comment est-ce que vous le ok. faites? D'abord, avec Profina, hein, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de renseigner les choses. Et dans un premier temps, quand on a commencé, hein, on n'avait pas accès au financement. Vous voyez, mais avec l'évolution, en collaboration avec Profina, je vous dis, tous nos coopératives producteurs de soja bio, les fournisseurs d'intrants, les producteurs de semences, d'accord, ont tous un crédit. Vous voyez, donc c'est déjà un indicateur pour dire oui, oui, ça va très bien, la collaboration va bien. Après ça, toutes les formations, les coachings que Profina nous fait, d'accord, par Oui, rapport à la vente groupée de soja bio, nous on a constaté que la vente groupée a été effective. Ça voudra dire que tous les coachings que le Profina nous a fait, les formations que Profina nous a fait, d'accord, ça a marché parce que les ventes groupées ont été effectivement au rendez-vous. Voilà. Donc, voilà quelques indicateurs qui nous renseignent la collaboration Profina, le résultat Profina et Serum Bioagri en tant que GES. Voilà. d'accord. Alors, monsieur Baba, Oui. un élément de réponse par rapport à cette question d'évaluation des impacts? Oui, la question d'évaluation des impacts, j'avoue que pour nous, on n'a pas encore fait une évaluation des impacts, mais on suit nos indicateurs au fur et à mesure. Tel qu'a dit tout à l'heure M. Nyavi sur la question de l'accès au crédit. Si nous prenons, au moins, nous savons que des institutions faisaient un petit tâtonnement dans le service financier. Mais s'il y a un produit, c'est un produit financier qui existe de façon spécifique, vous allez dans l'institution, vous demandez quels sont les producteurs de soja, on va vous dire, voilà un peu comment ça a changé. Avant, quel était le nombre de producteurs, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, la question de qu'est-ce que effectivement ce crédit a apporté aux bénéficiaires, je sais que la difficulté était là. Maintenant, l'accès est là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans la vie du producteur? C'est une autre étape à voir. C'est vraiment une autre étape à voir. D'accord. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Alors, dans cette période de COVID-19, comment ça se passe? Est-ce que la pandémie a eu des impacts qui ont ralenti justement les activités de Profina à votre niveau ou ont eu des impacts sur les projets de financement qui étaient en cours? Et sinon, quels sont les dispositifs qui sont mis en place dans ce sens? Et je vais aller un peu plus loin parce que dans votre présentation, Monsieur Baba, vous avez parlé voilà, de RSE et tout le reste. Est-ce que le fait qu'il y ait
des mesures RSE prises au niveau du financier ont permis aux entreprises ou aux PME ou aux acteurs que vous accompagnez de pouvoir résister à cette crise ou d'avoir cette capacité de résilience à s'en sortir assez rapidement? Bon, pour la dernière question, par rapport à la dernière question, je peux immédiatement dire la politique RSE, c'est d'abord un seul de nos partenaires, Coris Bank, qui a mis en place cette politique. Et je peux assurer que dans cette période de Covid, on a pu constater que le fait qu'ils aient annoncé qu'ils avaient une politique RSE a augmenté un peu le nombre de demandes de crédit agricole vers eux. D'accord. Donc, beaucoup de personnes pensent a priori déjà, le fait d'avoir communiqué sur ça, ça a attiré la demande à augmenter. Ça, c'est le premier indicateur qui est palpable. Maintenant, pour ce que nous-mêmes nous faisons, les impacts sont énormes dans cette période-ci. La période de Covid est venue dans une période où on avait la commercialisation du soja, on a fermé les marchés, donc nous avons des producteurs qui ont stocké, qui n'ont pas pu écouler parce que les marchés étaient fermés. C'était la même chose aussi sur le karité et l'anacarde, de même que le riz. Donc, la seule filière qui a pu échapper un peu, c'était l'aviculture. Mais on a fermé les marchés, les prix ont baissé, donc nous avons beaucoup de conséquences. Nous avons travaillé avec les institutions à voir comment on peut faire des rééchelonnements sans pénalité et sans pénalité et sans intérêt additionnel. Donc, les institutions sont restées réticentes, mais ils nous ont juste dit on peut s'accorder sur quelque chose qui est très important. Est-ce que le crédit sera remboursé plus tard? Oui. Et nous, on s'est engagé à faire le suivi dans la relance des producteurs pour que les crédits soient remboursés plus tard. Mais le fait de les avoir prolongés n'aura pas d'impact sur la pénalité, les intérêts supplémentaires, ainsi de suite. Donc, on peut calculer les intérêts à un moment T et le reste, l'institution se charge de faire le suivi. Et c'est ça que nous avons fait. D'accord. Alors, je n'ai plus de questions dans la box. Alors, est-ce que vous avez un mot, puisque nous tirons déjà à la fin de ce webinaire, le temps imparti est presque arrivé à terme. Est-ce que vous avez un message? Je vais commencer par Monsieur Nyanvi et puis après vous, Monsieur Baba. Alors, Monsieur Nyanvi, est-ce que vous avez un message pour cette jeunesse africaine? Parce que là, nous sommes dans un cycle finance responsable, RSE dans le financement des projets en Afrique. Est-ce que vous avez un message pour cette jeunesse africaine qui est toujours qui a de forts potentiels, qui est porteur de projets très intéressants, mais qui des fois ont du mal dans un premier temps à se lancer et puis dans un deuxième temps à trouver les financements nécessaires pour y arriver. Donc, en parlant de messages, aussi bien sur le respect des critères de financement au niveau des institutions financières, aussi bien au niveau du travail à réaliser sur le terrain. Un dernier message, moins d'une minute, assez rapide. Ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Baba qui en fera de même. Et puis, et après, nous allons tendre vers la clôture du webinaire. Monsieur Nyanvi, je ne le vois pas. Oui, il y a un problème de connexion. Bon, allez, Monsieur Baba, à vous. OK. Merci, Placide. Pour moi, c'est aujourd'hui, l'accès au financement doit être une préoccupation transversale à tous les niveaux. Et surtout, notre expérience aujourd'hui, on va à la conclusion comme quoi notre principal blocage, ce sont les subventions. Et notre principal blocage, ce sont les dons. Et donc, en tant que sur le terrain, nous avons d'autres projets qui interviennent, mais avec une approche beaucoup plus de dons et qui complique la tâche sur le terrain. Donc, du coup, nous fonctionnons avec des institutions
de financement qui sont d'accord dans une approche de win-win, de savoir, bon, mais le fait qu'ils aient intégré un aspect de responsabilité sociale veut dire, OK, d'accord, pour nous, la rentabilité, mais si nous voulons qu'elle soit encore plus durable et que nous voulons de meilleurs marchés, il faut qu'on intègre l'aspect social dedans. Et je pense qu'une agriculture intensive sans vraiment un aspect social ou bien une préoccupation environnementale est un danger. Et les institutions comprennent ça déjà. Un mot de fin, c'est de dire si nous, en tant que partenaires d'accompagnement de nos États, nous adoptons une approche tout à fait responsable et durable, donc ça va être bénéfique pour tous les acteurs, vraiment bénéfique pour tous les acteurs. Et l'agriculture reste encore un secteur très rentable. Les jeunes ne y vont pas parce qu'ils ne croient pas. Ceux qui sont dedans trouvent vraiment leur compte. Donc, du coup, évitons cherchons la gratuité, je cherche les dons pour pouvoir aller dans l'agriculture. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez une opportunité et que vous êtes convaincant, on n'a pas besoin de convaincre le financier. Le financement est toujours là. Donc, c'est un peu, moi, mon mot de fin sur ça. Et c'est un grand vecteur, l'agriculture, qui peut transmettre beaucoup de valeurs sociales. D'accord, je vous remercie. Donc, alors, Monsieur Nyanvi n'est toujours pas revenu. Je voudrais vous remercier oui, à tous les deux, à tous les intervenants, à RSE et Développement pour l'organisation de ce webinaire qui justement, qui nous a permis ou qui nous a offert cette opportunité de partager deux cas pratiques, donc celui d'un acteur international, d'un acteur financier international qui est la GIZ à travers le projet Profina et aussi d'un acteur local béninois qui a partagé son expérience. Donc malheureusement, monsieur Nyanvi n'est plus en ligne, donc je tenais à saluer d'un côté le dynamisme de son intervention. On voit qu'il est vraiment, voilà, qu'il maîtrise son sujet et que de bout en bout, voilà, il y a des perspectives d'avenir. Alors, d'un point de vue personnel, Joël, avant que je te laisse conclure, ces interventions, au-delà d'avoir apporté des réponses pour tous les acteurs que nous sommes, puisque voilà, généralement nous habitons en Afrique, mais nous ne savons pas qu'il y a des initiatives ou des réussites de ce genre. Mais ça met quand même en lumière qu'on a toujours des enjeux et des challenges à relever, comme l'a dit M. Baba tout à l'heure, de faire abstraction de cette notion de don et de plutôt rester sur le financement des activités, des actions que nous menons. Mais sur un autre point, ça a mis en lumière justement à travers l'intervention de M. Nyanvi, le problème de la transformation locale en Afrique, où on voit effectivement que le soja bio qui est produit, il est unique exporté et que les populations ne voient pas l'intérêt. Bon, je ne dirais pas l'intérêt, mais les populations ne voient pas, bon, je vais utiliser quand même le mot intérêt, de la consommation bio, les avantages de la consommation bio à la consommation conventionnelle. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, nous espérons à travers les prochains webinaires et à travers des partages d'expériences d'acteurs apporter des éléments de réponse à ce que M. Baba et M. Nyanvi ont dit aujourd'hui. Donc, Joël, je te laisse la parole. Ouais. Bah, écoutez, alors merci à nos intervenants et à notre modérateur. Merci à tous pour la participation, pour toutes les questions. Alors, merci pour les interventions, c'était vraiment très vivant. Et merci Monsieur Baba pour la conclusion, je crois que c'était assez clair. Merci aussi pour les discussions qu'on a eues sur aussi le fait qu'il fallait améliorer la condition des agriculteurs en Afrique, les revenus, qu'il fallait rendre le métier plus attractif aux jeunes. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un beau chantier. Et puis après, du coup, la finance responsable a tout son rôle.
Et puis aussi, merci aussi pour, je leur dis à M. Baba pour la conclusion sur le fait que il faut peut-être moins de subventions, ou pas de subventions et des prêts, des vrais prêts dans une logique économique. Voilà. Nous vous remercions. Donc, les vidéos du webinaire ainsi que le support de présentation seront postés donc, sur notre site. Et sur notre page Facebook. Je ne sais pas si tu peux mettre le lien. Alors, je ne l'ai pas sous la main, le lien de la page. Et puis, donc, j'en profite pour vous rappeler notre prochain webinaire la semaine prochaine, qui sera le dernier du cycle. Alors, je vous recommande de participer. Donc, on sera vraiment sur la compréhension, comprendre ce que c'est que la finance d'impact ou la finance à impact. Et donc, nous aurons pour cela une consultante qui donnera des bases théoriques. Nous aurons Marie-Aimée Bourri, qui est la responsable de la finance d'impact à la Société Générale, qui est une des principales banques françaises, mais aussi qui est très présente en Afrique. Et nous aurons donc une autre entrepreneur, donc une entrepreneur cette fois-ci, toujours grâce à M. Baba de la GIZ. Merci beaucoup à la GIZ pour son aide pour ce cycle. Donc, Lanat Ibrahim, qui témoignera, elle, de son expérience de recherche de financement dans le cadre de son entreprise, qui est une entreprise de carité, donc qui met à disposition du matériel de transformation du carité donc, à des femmes. Voilà. Donc, on essaiera de comprendre quels sont ces enjeux, quel est l'impact qu'elle a sur l'impact social qu'elle a et quels sont ses besoins en financement. Voilà, et ça sera modéré par le professeur Dieter Van Ballegen. Voilà, je vous remercie. Je pense que nous avons un peu dépassé. Nous vous prions de nous en excuser. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon appétit pour ceux qui vont manger et une bonne fin de journée. Et on espère à la fin de la semaine prochaine. Merci. Nous allons bientôt fermer la salle. Voilà, merci à tous. Et n'hésitez pas aussi à visiter notre page Facebook, nos réseaux sociaux et puis à continuer d'interagir. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on a le lien ou sinon je vais le mettre pour ceux qui sont encore présents. Je ne sais pas si hint ou sinon voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Voilà, ça charge. Donc, je l'ai mis. Donc, ok, merci. Le temps que je le cherche. D'accord, merci Hint. Voilà, Hint a mis le lien pour ceux qui sont encore là, où vous pouvez trouver toutes les présentations et les enregistrements. Voilà, et bien écoutez, un immense merci, un grand merci à tous, c'était vraiment intéressant. Je pense aussi que le thème de l'agriculture est un thème vraiment important, je pense qu'on essaiera d'y revenir. Donc merci à tous et très bonne journée. Nous allons fermer la salle. Merci, au revoir Placide, au revoir à tous. Merci pour la participation.